Europe. La revue de presse, bonjour Géraldine Vosner. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. La presse ce matin donne des coups. Oui, j'avais prévu de vous parler gentillesse aujourd'hui, dont c'est justement la journée mondiale. Puis je suis arrivée et la une de l'équipe m'a sauté au visage. Insupportable, titre le quotidien sportif, au-dessus de cette photo de Patrice Evra, le footballeur, balançant un magistral coup de pied au visage d'un supporter. Le fan l'a insulté hier avant le début du match contre Guimarães, mais on n'insulte pas la star de l'OM qui s'est jetée sur le bonhomme avec toute la puissance de ses godasses cloutées. Dans son éditorial, Vincent Duluc attaque. La vieillesse est un naufrage. Il prédit une fin de carrière honteuse pour le joueur de 36 ans qui sera probablement licencié de l'OM où il ne faisait déjà de toute façon plus grand-chose. Resteront non ses 81 sélections, mais ses faits d'armes les moins glorieux. La grève de son équipe pendant la Coupe du Monde 2010 et ce pétage de plomb, la violence absolue qui se dégage de cette photo. Elle marque parce qu'elle condense tout, la bêtise de l'altercation, l'arrogance, l'absence totale de contrôle d'un homme pourtant privilégié. Or, ce sont les mêmes passions qui explosent dans l'intimité des foyers chez les brutes du quotidien. Auquel le magazine Elle consacre un dossier cette semaine. À leurs victimes, plutôt, et avec l'hebdomadaire, on a envie de crier. Ça suffit. Contre la banalisation de ces violences, les silences complices, le magazine s'engage avec ses témoignages très crus, bouleversants de 8 femmes victimes de violences conjugales. Elles témoignent à visage découvert et ces visages frappent de familiarité. C'est votre voisine, votre patronne, votre boulangère. Il faut lire leurs histoires pour comprendre à quel point le sujet est encore tabou, comprendre combien le silence de la société les enferme dans un engrenage. Il y a Lucille, battue comme plâtre en fauteuil roulant, que les services sociaux renvoient chez elle parce qu'il n'y a pas de centre accessible. Khadija, qui est partie mais a tout perdu, son appartement, son entreprise. Isabelle, dont la gendarmerie refuse de prendre les plaintes. Morgane raconte à quel point c'est dur de se retrouver à l'hôtel, loin, sans argent, sans habits. On réalise que l'aide, même d'un collègue, peut leur sauver la vie autant que la justice. La justice qui a clos hier une autre affaire sensible, on en parlait dans l'interview à 8h15. Condamnation à 20 ans de prison du frère de Mohamed Merah, tueur de Toulouse et de Montauban. Vos journaux y consacrent évidemment de longs articles où se lit la déception des familles après cette condamnation partielle d'Abdelkader Merah. Pascal Aigret dans Le Parisien décrit l'épuisement des victimes qui s'enlacent au prononcé du verdict. Mon fils est mort pour rien, lui confie la mère du premier soldat tué par Merah. Mais la justice n'est pas le droit, rappelle avec beaucoup de finesse Denis Domain dans La République du Centre-Ouest. Les textes sont parfois insuffisants pour enserrer l'ampleur du crime, écrit-il, mais pour la première fois, la justice a cerné, défini et châtié le terrorisme d'intention, sans haine, sans crainte. La Cour a clairement motivé son verdict. C'est une avancée collective et un honneur, conclut le journal de La République. Une question un peu étrange dans cette revue de presse, Géraldine. Peut-on encore parler à Emmanuel Macron ? C'est pas moi qui la pose, c'est le Parisien. Et si le Parisien la pose, vous vous doutez de la réponse ? Non, révèlent Myriam Nkawa et Pauline Thévenot. Moins d'une dizaine de personnes influenceraient réellement le président, confie un visiteur du palais. Il faut doser pour ne pas le braquer. Il n'aime pas qu'on le contredise. Le journal rapporte les difficultés qu'ont certains ministres à le contacter, le peu de messages qui remontent du terrain, car tout est filtré. Une ambiance courtisane persifle ceux qui visiblement ne font pas partie du cercle. Accusation à mesurer, évidemment, mais qui illustre l'étrangeté de la situation actuelle, qui apparaît dans plusieurs journaux. Le Parisien, Christophe Castaner sera désigné président d'En Marche. Pas d'autres candidats, c'est de la vieille politique, mais ça passe. L'Opinion, la surtaxe proposée pour rembourser les 10 milliards de la taxe sur les dividendes, grosse bourde du gouvernement précédent, exaspère les patrons, mais ça passe. Libération, ordonnance sur le code du travail, plafonnement des indemnités aux prud'hommes, ça passe, mais pourquoi ça passe justement ? La question est posée au patron de la CFDT, Laurent Berger, qui répond dans une longue interview passionnante. Et je vous conseille de la lire. Il y reconnaît la perte d'influence des syndicats. On paye notre absence, dit-il, de proximité avec les salariés des petites entreprises, des PME qui veulent pouvoir négocier directement avec leur patron. On ne fera pas revenir ce gouvernement en arrière, ajoute-t-il, parce que les salariés ne sont pas mobilisables. Un grand coup de blues donc, mais aussi beaucoup de pragmatisme. Laurent Berger plaide pour un syndicalisme constructif finalement. Sa crainte, c'est simplement de le voir disparaître comme les partis politiques ont été balayés. Le syndicalisme est mortel, dit-il, c'est la phrase du jour. La radicalisation, craint-il, voilà ce qui pourrait le tuer. Et après la disparition, une réapparition, celle de François Fillon. Dans les pages du
du Point cette semaine qui titre, pour dire l'ambiance, Fantôme. La nouvelle vie de l'ex-candidat. Il pense ses plaies. Il y a quelques pépites, comme cette journée du 13 mai que l'hebdomadaire raconte. Alors que le président est investi, François Fillon s'isole au Royaume-Uni dans un petit hôtel sans télé. Son ami patron d'AXA l'a convié à une chasse aux chevreuils. Ouais. Voilà, on marche, on chevauche, on rit. La politique, on n'en parle pas, mais on sent dans tout cet article qu'elle le ronge. L'ancien Premier ministre reste persuadé d'avoir été victime d'une cabale. Il suit, mâchoire serrée, les premiers pas de son rival, fustige la débauche de Com, le projet peu ambitieux. Tu vas voir, Macron c'est une bulle, confie-t-il encore là récemment à un intime. On entend ça depuis un an, pour l'instant la bulle vole encore. Et il pourra se consoler, François Fillon, en contemplant la crise espagnole peut-être. Comme le Figaro ce matin qui moque à la une la fuite de Bruxelles. Il y a quelque chose de pathétique dans la fugue bruxelloise de Carles Puigdemont, écrit Patrick Saint-Paul, qui fausse compagnie à ses camarades indépendantistes, se dérobe à la justice, puis s'en va chez les Belges pour suivre son combat. Belge qui lui claque la porte au nez. Tout cela tourne en eau de boudin, écrit Sébastien Lacroix dans l'Union. La justice espagnole a eu la main lourde en emprisonnant des membres du gouvernement catalan, mais leur chef, avec sa fuite, l'y a un peu forcé. Madrid, pour l'instant, a repris la main. Et comme nous sommes vendredi, Maxime, au seuil d'un week-end grisâtre après une semaine éprouvante. Une idée pour nous, un conseil ? Voilà, j'en ai un. Grâce au Point, encore lui, qui nous fait découvrir les surprenants bienfaits de la sylvothérapie, les bains de forêt ou douches d'arbres. Et c'est pas un gadget. Le gouvernement japonais, figurez-vous, a financé d'impressionnantes recherches sur le sujet, dont les conclusions sont époustouflantes. Marcher dans les bois diminuerait le stress, la dépression, ça résorbe votre anxiété, calme votre colère, le système immunitaire est dynamisé et on observe même des effets, c'est ce que dit le magazine, sur les cellules tueuses de cancer dont le nombre augmenterait. Alors pas de fausse pudeur, allons-y franchement, roulons-nous dans les feuilles. Patrice Evra peut y aller aussi, simple suggestion. En plus, cette saison, et ça coûte pas cher. Europe 1.